La région de Savane n'a plus de directeur régional de la sûreté. La région de Kara n'a plus de directeur régional de la sûreté. La région centrale, le gars vient d'être mis à la retraite le 31 décembre et en attente de reconduction. Donc, à se coller dans la région centrale, le directeur régional vient d'être admis à la retraite le 31 décembre. Mais il est encore en poste. Il attend peut-être un CDD. La région des plateaux, le gars est à la retraite, il est reconduit avec un CDD. La direction des normes et des qualités, le gars est retraité, mais il est reconduit. Donc, à la direction des normes et qualités, il y a un retraité là-bas qui est maintenu et reconduit avec un CDD. La direction de l'exploitation, le tenant du poste est à la retraite, mais il est reconduit. La direction informatique, lui aussi, il est à la retraite, il est reconduit. Donc, tous ces postes-là que vous voyez qui sont à la sûreté, les responsables sont reconduits pendant que les jeunes sont en train de souffrir et cela bloque les talents de ces jeunes-là. Voilà ce que je voulais dire rapidement sur la sûreté. On passe à l'aéroport. Alors, il y a un nouveau DG de la SALT qui a été nommé. Là aussi, à la suite de notre live, le live d'il y a 2 semaines, qui a créé des remous dans la boîte. Et au cours de ce live-là, nous avons fait comprendre que le directeur de la SALT est en même temps le chef d'état-major et je pense qu'il est aussi le directeur de l'AISEJ. Donc, il a été nommé. Il y a eu des remous dans la boîte. Bon, vous savez, dès qu'on parle, ça va dans tous les sens. Il y a eu des remous dans la boîte. Et que ce soit à la société, à la SALT, à la société de Handil, à Servais, je viendrai sur Servais tout à l'heure, beaucoup de gens ont été menacés, tout ça. Et je tiens à dire à ceux qui menacent les employés que je n'hésiterai pas à les exposer, leur magouille et tout. Ça, ils peuvent compter sur moi s'ils continuent de faire les bêtises. Eux, ils prennent de l'argent, ils ont de bons salaires et ils ne veulent pas que les jeunes qui travaillent, qui se tapent une grande partie du boulot, soient bien entretenus. Alors, M. Malik Nathiaba a été nommé nouveau DG de la SALT en remplacement de M. Alahare, le chef d'état-major. Et la passation de service est prévue, je pense, mercredi. Et donc, alors, la question de savoir s'il n'y a que les mêmes, même si on prend les cadres de UNIR, il n'y a que les mêmes qui font les allers-retours, parce que Nathiaba était déjà précédemment DG de la SALT et il n'avait pas laissé de très bons, il n'avait pas laissé de très bonnes traces. Il était déjà DG de la SALT. Et donc, la question de savoir s'il n'y a pas quelqu'un qui pouvait assumer ces responsabilités, ce sont les mêmes qu'on déplace comme des pions pendant qu'il y a d'autres Togolais qui sont là. Et donc, Malik Nathiaba, il a aussi le PCA de Servais. Il est aussi le PCA de Servais, donc Lomé Catherine, il est le PCA de Servais, et ça vous ne le savez pas, c'est lui aussi qui est le président du conseil d'administration de Servais. Alors Servais, c'est Lomé Catherine, il y a de cela 2014 à aujourd'hui, ça fait combien d'années? Ça fait quoi? Ça fait pratiquement 15 ans, c'est ça? 15 ou 16 ans, je pense. 11 ans, voilà. Il y a cela 11 ans ou 12 ans, j'avais fait un grand dossier sur Servais. Vous savez que Servais, il y a les Niassingbe qui sont actionnaires dans Servais. Et Adem avait des actions dans Servais. On nomme généralement un blanc à la tête, mais derrière, il y a des actions qui sont aussi détenues par des expatriés. Mais Servais, c'est beaucoup plus. Et il y a des gens qui avaient les actions. Et je vais vous remettre au bout du jour l'article que j'avais écrit il y a 14 ans quand on a fait l'enquête sur Servais. Ça a précédé notre enquête sur le Parlement PPS. Alors, voilà la physionomie de ceux qui avaient des actions dans Servais. Donc, vous avez Ford Nassimbe et vous avez... je retrouve rapidement l'article sur mon téléphone pendant que la technique défile un instant. Donc, vous avez Feu Nassimbe et Adema lui-même. Il avait une grande partie des actions qui ont été récupérées certainement par Feu Nassimbe. Vous avez Alexis Louki, qui est déjà décédé, paix à son âme, qui avait aussi des actions, ces actions ont été certainement aussi rachetées. Vous avez Kofi Wala, c'était le directeur de la Caisse nationale de sécurité, qui avait aussi des actions.
Vous avez Akrima Kogoé, qui était l'ancien DG de la SALT, qui avait aussi ses actions. Vous avez Payadoa Bokweshi, qui avait aussi des actions. Mais la part qui revenait au Gnassingbé était plus grand. On peut voir le tableau des actions si la technique le défile l'article. Et vous allez voir que Server, c'est l'Omé Catherine. Je pense que c'est la société qui prépare les repas, tout ça qu'on sert dans l'avion. Donc, quand vous mangez les repas dans l'avion, vous devez savoir que c'est Ford qui vous prépare à manger dans l'avion, donc l'argent rentre dans les poches de Ford Gnassingbé. Donc, Server, voilà. Donc, voilà la répartition de l'actionnariat quand j'avais écrit cet article-là. Quand j'avais écrit cet article en 2014, c'est moi-même qui ai écrit cet article. On a fait l'enquête sur. Vous avez aussi le général Zoumarou Nyofam qui avait 550. Vous avez la société Afrique Catherine, société aéroportuaire de Lomé. Je pense que c'est les expatriés. Ils avaient 3500. Vous avez Gnassingbé Yadema qui avait 250. Le nombre d'actions. Vous avez Zoumarou Nyofam 550. Vous avez Madame Palanga Banabawaï, 400 actions. Vous avez Alexis Louki, père son âme, qui a 100 actions. Vous avez M. Téléou Tonfei Edouard, qui avait 300 actions. Vous avez M. Boukwesi Payadoa, qui avait 500 actions. Vous avez M. Wala Kofi, qui avait 400 actions. Et vous avez M. Akrima Kogoé, qui avait 700 actions. Donc, sur les 10 000 actions, voilà. Et entre-temps, quand Eyadema meurt, donc Faure Gnassingbé devient président, il reprend les actions de son père et il a certainement racheté plein d'autres actions. Louki n'est plus vivant aujourd'hui, certainement qu'il a racheté. Kofi Wala n'est plus vivant. Et donc, quand nous avons fait cet article-là, quelques temps après, il y a M. Akrima Kogoé qui a été, je pense qu'il a été admis à la retraite et il a quitté Server. Et donc, c'est un article c'est une investigation qu'on a faite il y a 12 ans sur les actionnaires de Server, dont le PCA aujourd'hui est Malik Nathiaba. Et vous comprenez pourquoi Malik Nathiaba, il est le PCA de Server. Et aujourd'hui, on le prend, on cumule son PCA avec son nouveau poste de directeur de la SALT. Et Server est aujourd'hui géré par un Français qui est arrivé il y a à peine un mois. Et les employés intérimaires sont dans une situation terrible. Le traitement n'est pas celui-là. Vous avez une minorité d'employés seulement qui disposent de contrats directs avec Server, tandis que la grande majorité, ceux qui se tapent le vrai boulot, donc plus de 80% de l'effectif, sont utilisés avec la méthode de la sous-traitance, notamment les fameux RMO et UMO, ces sociétés de sous-traitance qui représentent 80% de l'effectif. Et les gens sont payés à 70 000 francs sans sécurité sociale, sans rien du tout. Et donc, ils ne veulent pas accorder des contrats CDI aux gens. Il n'y a pas de contrat direct. La direction maintient les employés sous les contrats intérimaires pendant de nombreuses années en leur confiant des responsabilités qui ne correspondent pas à leur statut officiel. Donc, c'est une exploitation. Par exemple, certains sont embauchés comme chauffeurs alors qu'ils exercent réellement, ils n'exercent pas réellement la tâche de chauffeur. D'autres viennent avec des diplômes de cuisinier, mais ils ont un contrat de commis de cuisine pendant des années sans changement. Alors que dans d'autres services de l'aéroport, ayant les mêmes actionnaires et même le PCA qui c'est Malik Nathiaba, je viens de le dire, ils appliquent les conditions plus favorables aux gens de Server, pratiquent des salaires les plus bas. Les gens qui sont par exemple aux ressources humaines sont bien payés, ils avoisinent les 1 million et tout ça. Et les autres, on leur applique la grille de la zone franche. C'est ça qui est totalement délirant. Les jeunes filles ont seulement des contrats intérimaires. Et quand vous tombez enceinte, on vous renvoie. On vous renvoie. Et donc, les filles travaillent et elles ne peuvent pas tomber enceintes. Alors que dans la vie, quand vous avez un certain âge, vous devez prendre vos responsabilités pour vous marier. Et donc, il y a des filles qui sont là-bas, qui travaillent depuis 4-5 ans, qui n'ont pas de perspective de stabilisation. Donc, voilà ce qui se passe à Server. Et le PCA de Server, c'est Malik Nathiaba. Certainement que je reviendrai sur ce dossier-là. Et donc, Malik Nathiaba qui prend fonction la semaine prochaine. Et je vais garder un œil sur Malik Nathiaba parce que quand il était passé à la SALT, il a fait pas mal de désordres, notamment le harcèlement des femmes et des hôtesses. Comme au Togo là-bas, la femme, c'est un objet sexuel pour les dirigeants.
dès qu'on nomme quelqu'un quelque part, il veut créer sa basse-cour pour gérer les femmes. Alors que parmi ces femmes-là, il y a des femmes d'autrui, il y a les copines des gens. Donc, eux, tout ce qui les intéresse, c'est de chercher, de harceler les femmes. C'est ce qu'il faisait quand il était avant à la SALT. Donc, cette fois-ci, M. Nathiaba, avec votre retour, si vous ne vous disciplinez pas, moi, j'ai des yeux là-bas et ça vous ne sera pas facile. Donc, travailler, c'est ce qu'on vous demande. Mais si vous harcelez les femmes là-bas, sachez que les femmes là, elles ont aussi leur mari à la maison. Certains aussi ont leur fiancé. Vous avez déjà vos femmes à la maison. Contentez-vous de vos femmes. Voilà. Si vous avez pris dans la jeunesse des femmes qui ne sont plus à votre goût, vous pouvez les changer, prendre de nouvelles femmes. Mais aller harceler les femmes d'autrui, c'est pas normal. Donc, Monsieur Malik Nathiaba, vous êtes averti. Voilà ce que je voulais dire sur le truc de serveur, rapidement. Alors, on continue. Il y a Alors, on va aller à l'université de Kara. Université de Kara. On va regarder les amphithéâtres, un amphithéâtre de l'université de Kara, publié par l'université sur sa page. Voilà, chers compatriotes, je vous disais la dernière fois que en 20 ans de pouvoir, Faure n'a jamais mis pied dans une université au Togo. Jamais. Il n'a mis pied à l'université. Que ce soit l'université de Lomé ou l'université de Kara. Et l'université de Kara est juste sur deux sites. Un site, le site de l'ancienne école normale des instituteurs, donc au sud de la ville, et le nouveau site qui est à côté même, pas loin du château d'Enyasingbe, donc à Pia. Et ça fait 25 ans qu'ils sont en train de construire cette université. 25 ans. Et Adema a posé la première pierre de cette université avant de mourir. Ça fait 25 ans. Tantôt ils vont vous dire, ouais, il y a un fonds iranien. Tantôt ils vont vous dire, il y a un fonds de ceci. Regardez ce qu'ils appellent amphithéâtre, université de Kara. C'est-à-dire, tu vas à l'école, tu fais le cours primaire dans un hangar, tu fais le cours secondaire dans un bâtiment plus ou moins qui n'est pas loin d'un hangar, tu fais le lycée qui n'est pas loin d'un hangar et tu arrives à l'université, c'est dans un poulailler que tu vas aller étudier. Parce que ce truc-là, ça ressemble à un hangar où on fait les pondeuses et on couvre les poussins. C'est-à-dire, ce que vous voyez là, ce hangar-là qu'on appelle là-bas amphithéâtre là, ça ressemble dans une ferme agricole à un magasin où on entrepose les sacs de riz ou les sacs de maïs, où on élève les pondeuses ou les couveuses. Vrai ou faux? Vrai ou faux? Ce que je dis là, est-ce que c'est vrai ou c'est faux? Le hangar que vous voyez là, ça ressemble à un magasin où on entrepose des produits alimentaires, ou dans une ferme, on élève les poules, où on élève les poussins. Et ça, c'est à l'université. L'université qui est dans le village du président de la République. Et la présidence de l'université, cette dame qui s'était déjà illustrée dans un autre dossier que vous connaissez, a pris certains de ses collaborateurs et elle se promenait dans l'université tout joyeux, tout joyeuse, et ils mettent ça sur leur page Facebook. C'est-à-dire, l'université a eu l'ingénieuse idée de mettre la photo de ce hangar sur leur page et sur les réseaux sociaux, en disant que c'est un amphithéâtre de l'université de Kara. Faure Gnassingbé, toi-même tu vois ça là. Quelle fierté, Faure Gnassingbé, quelle fierté tu tires de ça? C'est-à-dire, on poste ce hangar là. Mais ce hangar là, mais tu n'as même pas besoin d'être architecte pour construire ça. Un maçon peut construire ça. Moi-même, je peux construire ça. Je dessine ça sur un papier, je mets les poteaux et puis on couvre, on met le ciment. C'est ça. Les bâtiments dans lesquels les étudiants étudient dans une université à Pia, à Kara. Un poulailler. Un poulailler. Et vous avez eu la fierté de mettre cette image-là sur la page de l'université de Kara. Mais dis donc, imaginez que un étudiant au Canada, un étudiant au Japon, un étudiant je ne sais où, même au Cameroun, ou je ne sais où, veut regarder la page de l'université de Kara. Et c'est ce qu'il trouve.
Et depuis une semaine, vous n'avez pas supprimé ça. Depuis une semaine, vous n'avez pas supprimé ça. C'est tout. Mais le mot même honte là, c'est peu. C'est plus que honteux. C'est plus que honteux. Même, c'est pas possible. Et ça, c'est l'université de Cannes. Si au moins Fort se promenait, il allait dans les universités. Regardez les salles. Regardez les bancs. Ça, c'est l'université. Hein. On dirait le cours primaire de Zokalemba. Ça, c'est les salles d'université, ça. Au Togo, hein, en 2026, étudiants, oui, mais les salles d'université. Bon, je ne vais pas trop bavarder. On va voir un lycée technique en Côte d'Ivoire. On a vu l'université de Kara, le bâtiment. On va voir un lycée technique en Côte d'Ivoire. Le bâtiment, on va voir un lycée technique en Côte d'Ivoire. Voilà. Nous sommes en Côte d'Ivoire. Nous sommes à Ebimpe. Et on vient d'inaugurer en Côte d'Ivoire un lycée technique ou scientifique que nous allons découvrir ensemble. Et c'est pas un joyau comme ça, la Côte d'Ivoire en a plein, le Ghana en a plein, le Bénin fait l'effort d'en avoir. Donc ça, nous sommes en Côte d'Ivoire. Ça, c'est un lycée, hein? Un lycée scientifique ou technique Côte d'Ivoire. Ça a été conçu dans une commune en Côte d'Ivoire. Et ils en ont plein sur l'ensemble du territoire. Visitons ensemble les bâtiments techniques, défilés. Ça, c'est un lycée. Hein? Voilà l'intérieur. La vidéo. Un lycée scientifique en Côte d'Ivoire. L'intérieur d'un lycée. Donc, vous voyez que quand on fait juste une petite comparaison, nous sommes encore au temps des anciens. Nous sommes au précambrien. Ça, c'est un lycée technique en Côte d'Ivoire. Ça, c'est un lycée technique en Côte d'Ivoire. Ah, et Bimpe. Vous pouvez trouver ça sur Internet. Vous avez le bâtiment, le bloc administratif, vous avez les amphithéâtres, vous avez les salles de culture, les salles de formation, vous avez les ateliers de formation, vous avez tout ça. Ça, c'est un lycée technique. Maintenant, on passe d'autres photos du même établissement. Et Bimpe, il y a d'autres photos, vous allez regarder. Il y a d'autres photos. Ouais, la technique peut défiler les photos. C'est fini. OK. Voilà le lycée. Voilà ce qui se passe dans notre pays. Vous pensez qu'on évolue avec ça? Donc, la dame là, la présidente de l'université de Kara, elle s'est levée, elle a pris 2 ou 3 de ses collaborateurs, qu'elle était en train de faire une tournée. Et on montre ça comme amphithéâtre. Tu es en train de faire une tournée. Et vous êtes fiers de mettre des choses comme ça sur les réseaux sociaux. Des tableaux comme ça sont encore dans des amphithéâtres au Togo. Des tableaux qui remontent au temps colonial sont encore, si c'est dans un cours primaire, d'accord. Des tableaux comme ça, si c'est au cours primaire, c'est encore bon. Des tableaux comme ça sont dans une université au Togo. Et vous dites que le pays avance. D'accord? C'est bien. Comme le pays avance, on va aller vers Pimé. Quelque part à Pimé, où les policiers soumettent les populations à des conditions inacceptables. J'ai un truc ici que je vais lire. À Pimé. Pimé, c'est dans la préfecture de... C'est dans le Cloto, où des policiers en un poste de contrôle ne cessent de
faut que je retrouve ce que j'ai. Voilà. Nous sommes ici au poste de police, de policiers de Blifou. Blifou, c'est vers la frontière du Ghana, à Kpalimé, après la cascade de Kwime, en allant vers Agotime, donc vers la frontière du Ghana. Donc, ça c'est le poste de police. Et il est bon. Poste de police, c'est un. Si les policiers on a dans les ones, fou comme l'on est un. Non, déjà, il gazia ou il a bébé les fous. C'est là-bas qu'ils sont. Poste de police, c'est un. À Blifou, après Kwime, après la cascade de Kwime, en allant vers le Ghana. Donc, ils sont là-bas. Et c'est une zone qui a beaucoup de produits alimentaires, notamment des régimes de bananes qu'on achemine jusqu'au marché d'Azido-Komé. Donc, ils sont devenus des racketteurs là-bas. Ils saisissent les motos, ils prennent les marchandises des femmes, ils amènent ça à l'Avier, au commissariat de l'Avier ou bien au poste de police de l'Avier, où ils infligent des amendes aux gens et ils font leur loi là-bas. Et ils dérangent énormément les populations. Ils rackettent les gens. C'est leur lieu de travail. Hein. Ce que vous avez vu là avec le rideau là, c'est comme là où on vend son habit là. Donc à Founon on est un, Founon on est un. Voilà. Oh, il a gazé les bébés. Ça, ce sont les gardes de Madjouba, sa ministre de l'Intérieur. Voilà les postes de police au Togo. Voilà. Et ils sont là-bas, ils font la loi. Ils briment les gens, ils saisissent les motos, ils taxent les... Ils ne sont pas des agents de l'OTR. Ils taxent les marchandises qu'ils passent. Ils collectent de l'argent et ils se partagent. Si tu ne veux pas leur donner de l'argent, ils prennent ta moto, ils envoient au poste de police de l'Avier. Et tu vas là-bas payer les amendes pour prendre... Et ils dérangent les gens. Donc, nous, nous à cause du comportement de ces policiers-là. Je pense que leurs patrons sont en ligne et leurs patrons doivent les interpeller pour qu'ils cessent le harcèlement de nos pauvres frères et sœurs qui sont à l'intérieur du pays et qui ne font que sortir les produits pour venir vendre dans les marchés. Fond Nassibé a dit que le développement, c'est pas seulement les routes, c'est pas seulement les ponts, c'est pas seulement les usines. Qui lui a dit ça? Là, on a besoin des routes pour sortir les produits agricoles des fermes vers les marchés pour vendre. Donc ici, c'est le poste de police de Kwime Blifou, après la cascade de Kwime. Ils font la loi là-bas et c'est important qu'on les dénonce. Il y a encore quoi? Il y a encore quoi? Je vais aborder un gros sujet tout à l'heure. Il y a encore quoi? J'ai tellement de sujets aujourd'hui que je passe rapidement. Il y a la pollution à Tablibo de Scan Togo. Voilà. Là aussi, je vais revenir sur ce dossier, mais je vais passer là-dessus rapidement. Scan Togo, c'est l'usine de fabrication de ciment de Scan et d'Elbert à Tablibo. On va regarder les vidéos. Voilà. Nous sommes à Tablibo, dans la zone, dans le Yoto, dans la zone de Sikakondi, où il y a les usines de Scan Togo. Voilà ce que l'usine déverse dans la nature. Dans une zone où il y a des villages environnants, les gens vivent, et tous les jours, c'est ça. Et c'est comme ça qu'ils sont en train de polluer l'environnement, de polluer la nature, d'infecter les populations. Les gens se retrouvent avec des maladies d'yeux, des maladies de poumons, des maladies, toutes sortes de maladies, parce que on déverse dans la nature tout ce que vous voyez là. Et pourtant, il y a du matériel qu'on devait acheter pour traiter ce qui sort là, pour empêcher que l'usine ne déverse ce qui sort là dans la nature. Et ce matériel-là, qu'on doit acheter, on ne l'achète jamais. On ne l'achète jamais. Ceux qui sont chargés de commander le matériel pour boucher le système, pour que le système ne dégage pas autant de pollution dans la nature, ils n'ont pas acheté. Donc, tous les jours, les villages environnants sont confrontés à ce que vous voyez là. Ça, nous sommes dans l'usine de Sikakondi, l'usine de Scan Togo, je pense que c'est à Sikakondi, et les populations vivent ça tous les jours. Tous les jours. Et à Tablibo, avec les usines de Wassem, c'est pareil. Voilà l'environnement dans lequel nos frères et sœurs vivent.
dans les zones où on exploite le clinker. On fabrique le ciment. Et ça ne touche personne, ça n'intéresse personne. Ça ne, je sais pas, ça ne met en colère personne. Tout le monde voit ça et tout le monde se tait. Et ces gens-là, ils tirent leurs bénéfices, ils exploitent, ils font des dégâts dans la nature et puis demain ils vont partir. Parce que le clinker, ce sont des ressources qui finissent. Ce sont des ressources qui vont finir. Ce sont des ressources épuisables. Voilà, quelqu'un me dit, ah, Kara, c'est pareil. Voilà, quelqu'un me dit, donc Kara, ça doit être vers là où ils ont leur usine. C'est pareil. Tous les villages environnants sont détruits par la pollution, tous les jours. Vous imaginez, toute la journée, on va dégager des substances comme ça dans la nature. Donc, ça retombe directement sur les villageois. Les villages qui sont aux alentours. Ouais, c'est pas normal. Et donc, ça, c'est une usine des Allemands. C'est une usine allemande. Heidelberg, la fondation, le groupe Heidelberg, c'est une usine allemande. Non seulement les gens qui travaillent ne sont pas mieux traités, mais voilà ce que les villageois reçoivent comme récompense. Et les employés ont des difficultés. Il y a, je sais pas, il y a un Égyptien là-bas qui est responsable de l'usine, qui fait la loi là-bas, qui traite les Togolais comme il veut, qui insulte tout le monde, et qui fait la pluie, le beau temps dans l'usine. Et je vais revenir aussi sur ce dossier, mais je voulais vous passer quelques vidéos. Ça se passe au Togo. Vous allez croire qu'ils sont en train de lancer une fusée. Quand vous voyez ça, vous allez croire qu'on est en Floride, on est en train de lancer une fusée. Ou on est aux Antilles, là où les Français lancent leurs fusées, là où l'Europe lance ses fusées. Vous allez croire qu'on est en train de lancer une fusée. Mais toutes ces substances-là rejaillissent sur les populations qui sont dans les villages aux alentours. Et c'est comme ça que le Togo est gouverné. Donc, ça aussi, je passe rapidement dessus. Ça, c'est pour l'environnement. Donc, je coche ça rapidement. La sûreté, c'est bon. Université de Kara, c'est bon. Scan Togo, c'est bon. Pime Blifou, c'est bon. Et maintenant, nous allons revenir à Logo. Akepe Zanguera. J'ai eu un message des populations d'Akepe Zanguera que je vais vous lire et je vais commenter après. Vous allez écouter très bien le message. Alors, bonjour Monsieur Ferdinand. La population de Zanguera et de ses environs vit le martyre. Durant les années 2017 et 2018, la technique peut passer les images pendant que je lis. Durant les années 2017 et 2018, il a été installé dans notre banlieue, complètement habité, un centre d'enfouissement d'ordures en vue de produire du gaz domestique. Force est de constater que ce projet est devenu pour nous les riverains un véritable cauchemar. De la mairie de Zanguera, non loin de Mako, à Akepe, après le péage, jusqu'au contournement, c'est de la puanteur à l'état pur. Toute la journée, tous les quartiers sentent. Il y a des odeurs pestilentielles. À chaque rafale d'air, il y a des odeurs qui rentrent dans nos maisons. C'est une odeur nauséabonde qui envahit nos maisons. Depuis un mois, une nouvelle odeur s'est ajoutée. Elle est similaire à celle caractérisant les vidanges des fosses septiques. Chaque épisode dépasse 1 heure de temps et parfois plus. Nous sommes obligés de nous enfermer dans nos chambres. Il faut faire un choix entre la puanteur et la chaleur. La saison des pluies est la période la plus difficile. Tout d'abord, les camions qui approvisionnent le site ne prennent pas soin de laisser couler l'eau usée, qui chointent des ordures. Ces camions éclaboussent tout sur leur passage, tout ce qu'ils rencontrent ou dépassent. Le marché de Zanguera étant en bordure de la route et surtout non clôturé, imaginez ce qui atterrit dans nos plats. Toute l'année, le boulevard du 30 août est infesté d'odeurs pourries. La plupart des camions étant vieux et piteux, malchance à toi si l'un d'eux tombait en panne devant ta maison. Les mécaniciens peuvent passer 1 semaine pour réparer ce véhicule rempli d'ordures devant ta maison. Donc, l'odeur, les eaux usées, la puanteur vont s'installer chez toi durant des mois. Les camions attendent d'être pesés avant de déverser les ordures sur le site. Surtout qu'aucun espace n'a été réservé pour
pour ces camions. Donc ces camions se retrouvent à la devanture des maisons des riverains qui est utilisée. Ces riverains passent toute leur journée et nuit, et ceci toute l'année avec ces odeurs dans le nez. Qu'a-t-on fait pour mériter ce châtiment? Aujourd'hui, même cette odeur caractérise le boulevard du 30 août. Sur la bretelle qui quitte l'ancien péage au site d'enfouissement, on compte 2 écoles en bordure de la route, plusieurs commerces, dont une dizaine de restaurants et de stands de vente de nourriture. Vous comprenez que ces conditions ne peuvent qu'encourager la surpopulation des mouches. Nous savons que la prolifération des mouches impacte la santé des enfants. Sérieusement, les enfants du quartier, ceux qui sont dans mon environnement, sont constamment souffrants. Je tiens à informer le ministre de la Santé et toute son équipe que la zone dont nous parlons constitue déjà un potentiel espace épidémique. Dans les 2 principaux centres de santé de Zanguera, CMS et le centre des Sœurs, et dans les salles de consultation d'hospitalisation, le parfait caractéristique des ordures trahit les efforts des responsables pour offrir les bonnes conditions de descente de travail et de prise en charge. Ce qui fait très mal est que nous avons appris qu'il est possible de traiter ces ordures. Le budget manque. Ou est-il consacré à autre chose pour couvrir les ordures? D'une simple couche de sable est déjà bon pour limiter les odeurs. La grande inquiétude est de savoir ce qu'il est des nappes phréatiques dans la zone. Est-ce que ces nappes sont saines ou déjà contaminées? Nous précisons que la TDE n'est pas accessible dans cette zone. Tous ceux qui habitent cette zone sont au forage. Non loin de Zanguera, à Atilamono, juste derrière le bassin de rétention, avant le carrefour, gît un grand dépotoir dont l'odeur tue à grands pas le quartier. Sachant que les 2 bassins de rétention des 2 côtés de la route se communiquent et que le bassin qui est du côté de Bomame inonde la partie basse du quartier, nous retenons que le trop plein d'eau n'est pas le véritable problème. Une zone épidémique s'y installe. Monsieur Ferdinand, il se dit que c'est à travers votre live que le PCM évalue les travaux de ses collaborateurs. Je voudrais vous interpeller. Le PCM a fait un tour dans le quartier et vite, sinon ils vont corriger le tir et estimer que nous racontons des mensonges. Nous interpellons le ministre Kokoroko à prendre au sérieux son travail environnemental à Zanguera. Le ministre de la Santé, M. Tessi, a fait un tour pour évaluer les risques épidémiques. Le maire Lamadokou pour un audit actif de sa commune. Voilà ce que les gens de Zanguera m'ont envoyé. À la réalité, moi-même, je suis déjà allé sur ce site il y a 5 ans pour faire une petite enquête. Et j'ai même fait une émission dans l'autre journal. Si vous arrivez sur le site d'enfouissement d'Akepe, où se trouve le site d'enfouissement d'Akepe? Le site se trouve à gauche de l'ancien péage. Quand vous arrivez à l'ancien péage, vous voyez une rue qui est goudronnée et qui va au fond. C'est là où Foy Nassingbe a amené Manuel Valls. Quand Adjurouvi a amené Manuel Valls pour venir faire leur business au Togo et se faire un peu de sous, c'est là-bas ils ont amené Manuel Valls. C'est un projet qui a été financé par l'AFD, l'Agence française de développement. Sauf que dans les études, il ne devait pas avoir ce projet à ce niveau-là. Ce projet devait être envoyé vers déjà Badia ou un peu plus. On ne pouvait pas mettre un centre d'enfouissement dans cette zone-là. Je suis allé moi-même, j'ai vu les dégâts quand j'étais encore au pays. La plupart des gens qui ont des terrains là-bas qui ne peuvent pas construire parce qu'il y a des odeurs toute l'année. Et ce sont des odeurs insupportables. Aujourd'hui, ces odeurs dépassent même plusieurs kilomètres. Donc, tous ceux qui sont dans cette zone-là, ce sont des gens qui sont des potentiels malades. Et nous sommes dans la banlieue de Lomé. Il faut que le ministre de l'Environnement, effectivement, aille faire un tour sur le site. Il faut que le ministre de la Santé aille faire un tour sur le site. Les Togolais qui vivent là-bas, les gars, c'est des gens qui sont contaminés tous les jours. Je vous assure. Vous pouvez humer les odeurs à 3 km de rayon. Vous pouvez humer les odeurs à plus de 3 km de rayon. Et ce sont des odeurs insupportables. Vous voyez, le monsieur parle même de la nappe phréatique, parce que toutes les maisons qui sont dans la zone, il n'y a pas la TDE là-bas. Donc, à Moulin dit, et si les gourmets, donc l'eau est certainement contaminée. Et quand on parle d'ordures, on parle des métaux lourds qui sortent des ordures, qui contaminent la nappe phréatique. Donc, c'est un sujet de santé publique.
C'est un sujet de santé publique, je vous assure. Et donc, les autorités doivent prendre rapidement leurs dispositions. Moi, j'y étais il y a 5 ans. Je n'ai pas pu supporter. Je n'ai pas pu faire 30 minutes sur le site. J'étais étouffé d'odeur. Depuis le premier pas du goudron jusque sur le site, j'étais étouffé d'odeur pestilentielle, insupportable. Il faut prendre l'exemple sur la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire vient de fermer un des grands centres d'enfouissement et en a fait un grand parc d'attractions. Allez en Côte d'Ivoire et vous inspirer et déplacer ce centre d'enfouissement au-delà de Badja, ou je ne sais pas où. Déplacer ça plus loin de la ville. Sinon, si ce centre reste là-bas encore 1 an, vous allez voir que le taux de décès dans cette zone-là va augmenter. Parce que les enfants sont infectés, les personnes âgées sont infectées, les femmes sont infectées. Tout le monde, tous ceux qui vivent dans cette zone sont des potentiels malades. Nous sommes à Lomé. Voilà. Le parc d'Abidjan s'appelle le parc Aquedo, qui est sur plusieurs centaines d'hectares, qu'ils ont récupérés en gardant toujours l'objectif premier de faire du gaz. Mais ils ont fait appel à une société française qui les a aidés. Ils ont redimensionné le parc. Et actuellement, ils sont en train de produire le gaz, mais le parc est devenu un parc d'attraction. Ils ont réalisé beaucoup de choses. Ils ont fermé le centre d'enfouissement et ils ont déplacé ça ailleurs. Aujourd'hui, Akepe et Mwepe sont au cœur de la ville de Lomé. C'est le grand Lomé. Vous ne pouvez plus avoir un parc d'enfouissement là-bas. Vous avez fait de très mauvaises projections en installant le parc là-bas. Il faut le déplacer aujourd'hui très loin et il faut le faire le plus rapidement possible. Et je pense qu'il y a des fonds sur le plan environnemental qui peuvent accompagner le Togo à déplacer ce parc d'enfouissement de là-bas vers un peu plus loin pour soulager les peines de nos frères et sœurs qui vivent dans cette zone-là. Donc, voilà, c'est un problème de santé publique que je tiens à partager avec vous et voilà ce que j'ai voulu dire. Donc, voilà la première partie de ce live. Ça fait un peu, c'était un peu long, mais il fallait le faire. Voilà. Technique, on prend une pause. Non, avant la pause, je voudrais inviter tous ceux qui sont en ligne actuellement, surtout sur ceux qui sont en ligne sur YouTube, à aller vous abonner chez notre frère Zaga. Vous savez que les comptes TikTok de nos frères, de nos compagnons de lutte sont en train d'être attaqués de partout. Et j'avais suggéré que les gens renforcent leur compte YouTube et que YouTube n'est pas aussi vulnérable que TikTok et Facebook. Et donc, moi, je fais mes émissions sur YouTube, accessoirement sur TikTok et Facebook, mais c'est beaucoup plus sur YouTube que ça se passe. Et vous savez que YouTube, l'avantage de YouTube, vous n'avez pas besoin forcément d'avoir un compte pour suivre YouTube. Il y a ce qu'on appelle les visiteurs occasionnels sur YouTube. Donc, vous venez, vous cliquez, vous suivez votre émission, puis vous repartez. Donc, YouTube ne fait pas souvent l'objet de restrictions comme Facebook, comme TikTok et tout ça. Donc, il faut que ceux qui sont en ligne actuellement, si la technique peut passer le link du compte de Zaga, vous allez sur le compte de Zaga Bambo, c'est ça le compte. Il a un compte de 36 000 abonnés et avec 17 vidéos. Vous allez tout de suite là-bas. Il suffit de cliquer, vous vous abonnez et vous revenez. Je vous donne 2 minutes. Ceux qui sont sur YouTube, vous allez sur le compte de Zaga sur YouTube, vous vous abonnez juste. Il faut qu'on lui porte, pendant qu'on fait ce live-là, qu'on porte ses abonnés jusqu'à 40, 45 000. Allez vous abonner massivement. Surtout qu'à la fin de mon live, il va faire aussi un live tout à l'heure. Il va faire aussi un live. Donc, voilà, Zaga Bambo, c'est ça le truc. Allez sur son compte, sa chaîne YouTube, abonnez-vous. Je vous donne 2 minutes pendant que je prends un peu du souffle. 2 minutes pour vous abonner et on reprend notre live. Si on a d'autres camarades qui ont des comptes YouTube, vous me les envoyez quand je serai en live. Je vais inviter les gens à venir vous abonner chez vous parce que il vaut mieux privilégier aujourd'hui YouTube et faire des lives là-bas plutôt que pour éviter les problèmes de TikTok et tout ça. Donc,
vous allez sur le compte YouTube, abonnez-vous massivement chez Zaga, sur son compte. Quand je vais finir, il va allumer son live. Oui, vous allez voir le lien. Voilà le compte. Vous allez voir le compte. Vous avez le compte en haut là-bas, Zagama, ou dans le truc, où est le compte. Merci à ceux qui le font et qui disent que c'est déjà fait. Oui, vous touchez juste abonner. Vous touchez juste à vous abonner, c'est tout. La voix dans les commentaires, le lien, je ne sais pas, je vais demander à mes techniciens s'ils peuvent mettre le lien dans les commentaires, le lien de la chaîne YouTube de Zaga. Vous pouvez le mettre dans les commentaires sur YouTube et les gens peuvent aller s'abonner. On a encore 1 minute, s'il vous plaît. Encourageons nos frères qui sont dans la lutte. Il faut les encourager. Merci pour ceux qui vont s'abonner là-bas. Portons sa chaîne ce soir à 40 000 et puis après la semaine prochaine aussi. Merci à vous tous. Abonnez-vous sur sa chaîne YouTube. Merci infiniment. On a encore 1 minute. Encore 1 minute. 1 minute. 45 secondes. 45 secondes, 40 secondes, 35, 30, 25 secondes, 20, 20 secondes, 15 secondes, 15 secondes, 10 secondes, 5 secondes. C'est bon. S'il y a un autre combattant qui a un compte YouTube et qui souhaite que on lui fasse la promotion dans mon live pour que les gens s'abonnent, c'est pour échapper aux censures de TikTok. Volontiers, je le ferai dans mon live. Ah voilà, il y a le compte Romarison. Romarison, t'inquiète, je présenterai ton compte le dimanche prochain. Merci de m'avoir envoyé le lien de ton compte. Et voilà, on va faire cette solidarité là entre nous. Voilà, on va s'entraider pour échapper à la censure. L'objectif c'est ça, d'échapper à la censure de TikTok. Et comme je le disais tantôt, c'est plus facile de faire ces choses-là sur YouTube que sur TikTok. Vous savez, les Chinois, ils ont toujours, ils font toujours les choses à moitié. Alors, la deuxième partie de ce live, et je vais le faire rapidement, elle sera consacrée à une analyse sur ce qui se passe sur la scène politique aujourd'hui, où il y a tellement de confusion et cette confusion qui ne nous permet pas d'avancer. Et cette analyse, elle est impersonnelle parce que généralement, au niveau de la classe politique togolaise, les gens n'aiment pas le débat. Dès que vous commencez par faire un débat, on se dit que oui, c'est parce que vous êtes contre X, vous êtes contre Y que vous le dites. Alors qu'on a besoin du débat pour avancer. Et pourquoi nous reprochons énormément de choses au Nyasingbe, à la dictature? C'est parce qu'il n'y a pas d'espace de discussion. Le Togo que nous voulons demain, c'est un Togo où c'est le débat qui emporte ça sur les individus, les personnes, les émotions et tout ça. Et donc, nous devons faire ce débat-là pour clarifier un certain nombre de choses. Et je vais jouer une vidéo, la vidéo de Faure Gnassingbé, quand il a, je ne sais pas si c'est à la présentation des vœux, mais où il s'est adressé aux partis politiques. On va écouter ça. Première vidéo. Rassembler, c'est aussi reconnaître la place de chacun et créer les conditions d'un dialogue durable entre majorité et opposition. La critique constructive et apaisée fait partie du fonctionnement normal de la démocratie. Je veux le dire clairement ce soir. L'opposition est une composante essentielle de la République. Elle a la responsabilité de questionner, d'alerter et de proposer. En 2026, je souhaite qu'une culture politique nouvelle s'impose
une culture politique de respect, où l'on critique les idées, mais jamais les personnes, où l'on se pose sans se déchirer, où l'on débat sans se détruire. Alors, deuxième vidéo sur la décentralisation. Technique, s'il vous plaît. La décentralisation n'est pas un slogan. C'est une manière de gouverner autrement, de reconnaître la diversité de nos territoires, d'aller vers ceux qui sont loin du centre ou de la capitale. Vos élus locaux seront désormais davantage associés à l'action publique, parce qu'en 2025, nous avons renforcé les moyens d'action des collectivités et amélioré la coordination entre l'exécutif, l'Assemblée, le Sénat et les territoires. Merci beaucoup à la technique. Alors, tous ceux qui sont dans le combat pour le changement, pour l'alternance, pour tout ce que vous voulez, tout le monde, hein, y compris les partis politiques, habituellement, quand les responsables politiques sont interrogés, en tout cas la plupart, ils disent que nous sommes dans une dictature. Nous sommes dans une dictature féroce. Alors, ça fait 35 ans que depuis la conférence nationale souveraine et l'arrivée du multipartisme, les Togolais se battent pour se défaire de cette dictature-là. Ça fait 35 ans pratiquement que les Togolais se battent pour se défaire de cette dictature. Et pendant les 35 ans, la classe politique, qui elle-même reconnaît que nous sommes sous une dictature, a toujours préféré aller aux élections aux conditions du dictateur. Et à chaque fois, le dictateur se donne les moyens de voler les élections. Parce qu'il a la force, il a l'armée, il a les réseaux, il vole les élections et il impose sa volonté. Il y a de cela 7 ans. Lorsque la question de la décentralisation est arrivée, j'ai fait une émission et j'ai dit ceci. Qu'on ne décentralise pas une dictature, c'est normal. Une dictature, c'est un pouvoir centralisé. On ne décentralise pas une dictature. Et que ce projet de décentralisation était une arnaque. Parce qu'en réalité, Faure Gnassingbé était sous pression, surtout de l'Union européenne, de tout ça, surtout de l'Allemagne, de l'Union européenne, de faire la décentralisation. Mais Faure Gnassingbé sait mieux que quiconque que s'il fait une décentralisation réelle, son pouvoir va être dilué. Alors, ils ont conçu les tests pour ne rien perdre de leur pouvoir. Et je disais que ceux qui vont rentrer dans ce jeu de décentralisation, ils vont s'affaiblir. J'ai fait une analyse comme ça, de façon dépassionnée, désintéressée, dépersonnalisée. Vous pouvez retrouver cette vidéo sur Internet, il y a 7 ans. J'ai dit ceci, on ne décentralise pas une dictature. Jamais on a décentralisé une dictature. Si les gens eux-mêmes sont conscients, ils vont sur les radios, ils disent c'est un régime de dictature, c'est une dictature. Alors pourquoi on doit continuer par croire qu'une dictature va fixer un jour les bonnes règles d'une élection permettant à l'opposition de rentrer au pouvoir? Quand vous interrogez aujourd'hui 80% des Togolais, sur 100% vont vous dire les élections ne peuvent jamais régler le problème togolais. C'est une vérité. C'est une vérité. Donc, si les élections ne peuvent pas régler le problème togolais, et si on en est conscient, pourquoi
on continue d'aller aux élections et d'entretenir l'illusion que le Togo est un régime démocratique. Parce que dans le premier discours de Faure Gnassingbé, vous avez vu la subtilité avec laquelle il parle de l'opposition. Il dit, dans une démocratie, l'opposition est un acteur fondamental. Il faut privilégier le dialogue. Il faut qu'il y ait l'opposition constructive. Il faut ci, il faut ça. C'est le même Faure Gnassingbé qui fait des élections frauduleuses, qui n'a jamais reçu les opposants, qui n'a jamais rencontré les opposants, qui n'a jamais discuté avec les opposants sur la vie de la nation. Mais il vient dans un discours de manière subtile. Et il dit, oui, maintenant, il faut compter avec l'opposition, il faut que l'opposition fasse des apports constructifs, tout et tout, et tout, et tout, et tout, et tout. Vous avez compris ce qu'il voulait faire? Cette portion qu'il a servi là, vous avez compris le jeu qu'il est en train de faire? Vous avez compris le jeu qu'il est en train de faire? Voilà. Maintenant, il va dans la décentralisation. Il dit oui, la décentralisation dans sa seconde phase va donner beaucoup de pouvoir aux élus locaux et tout et tout. Je vais revenir sur la décentralisation tout à l'heure. Et donc, c'est tout ça aujourd'hui qui entraîne la confusion et crée des problèmes. Parce que Faure Gnassingbé, il a même retiré au peuple togolais le droit de vote. C'est-à-dire, sa dictature a pris encore une autre proportion. C'est-à-dire, il s'est arrogé tous les pouvoirs. Avant la constitution de la 5e République, le peuple avait encore un petit pouvoir pour choisir ses dirigeants, même si les élections sont volées après. Mais aujourd'hui, il a retiré même au peuple sa capacité ou son droit de choisir ses dirigeants. Il a retiré ça au suffrage universel. Il a pris ça. Et il s'est approprié tout ça. Donc, on a viré même carrément dans une autocratie. Et donc, il y a de cela 6 mois ou 7 mois, lorsque on a eu l'occasion de nous mobiliser, parce qu'aujourd'hui, il y a une démarcation qu'on doit faire. Donc, il y a de cela 6 mois, lorsque nous avons eu l'occasion, ou 6 ou 7 mois, de nous mobiliser contre le projet de loi ou contre la loi, contre la nouvelle constitution de Faure Gnassingbé, lorsque le débat est arrivé dans l'opinion, il y a eu 2 camps. Il y a eu ceux qui ont dit, nous n'allons pas faire la révolution populaire. Nous, on va aller aux élections législatives et après on va aller aux élections municipales. C'est vrai ou faux? Lorsque l'occasion a été donnée de mobiliser les Togolais pour mettre en difficulté le régime, il y a ceux qui ont dit, nous, on va aux élections municipales. Vous autres, vous pouvez faire la révolution. Si ça marche, c'est bon. C'est ce que les gens ont dit. Et donc, les gens sont allés aux élections municipales, aux conditions du dictateur. Ils sont allés aux élections municipales, aux conditions du dictateur. Or, si on suppose que Faure, il a sauté toutes les bases du contrat social, il a détruit tout. C'est-à-dire, le semblant de constat qu'il y a, de contrat qu'il y a entre le peuple et sa constitution, Faure a sauté tout ça. Donc, Faure est devenu un homme illégal. Mais, le peuple togolais est en résistance. On ne peut pas être en résistance et aller aux élections avec le dictateur. C'est comme la France qui a été envahie par les nazis. Il y avait 2 camps. Le camp de Pétain, qui a choisi la collaboration, et le camp de la résistance. Donc aujourd'hui, une grande partie du peuple togolais est en résistance. Et donc, au moment de la résistance, au moment d'organiser la résistance, il y a ceux qui ont dit, nous, on va aux élections parce que nous estimons qu'il y a des petits pas qu'il faut préserver. C'est de leur droit le plus absolu. Moi, je ne les condamne pas. C'est leur droit le plus absolu. Je fais de l'analyse simple et claire. Donc, ceux qui ont dit, nous allons manifester dans les rues, nous croyons que c'est la mobilisation populaire qui peut arriver au bout du régime, ils ont organisé ce qu'ils pouvaient organiser. Le régime a réprimé. Dans le sang, les gens ont été arrêtés, il y a eu pas mal de choses. Aujourd'hui, ceux qui sont allés aux élections et qui ont choisi d'aller aux élections, et donc ils se sont retrouvés dans les mairies, quel que soit le résultat qu'ils ont eu,
ils reviennent vers ceux qui ont choisi la résistance et ils disent oui, il faut qu'on travaille ensemble. Vous ne pouvez pas être ici et ailleurs. Parce que si vous estimez que c'est une dictature et que vous êtes dans le... Je ne sais pas, quelle que soit la raison pour laquelle vous êtes, je ne sais pas, dans la gestion, si on estime que c'est une dictature et que vous allez dans les municipalités, avec vous allez dans les municipalités, sous l'autorité du dictateur, vous êtes dans la cogestion. Vous êtes dans la cogestion du pouvoir, même si c'est à un niveau de collectivité locale. Quand on fait le bilan d'une entreprise, on fait le bilan de l'entreprise et ses filiales. Vous êtes dans la cogestion. Je l'avais dit il y a 7 ans. Vous êtes dans la cogestion. Donc, vous ne pouvez pas être dans une opposition institutionnelle. C'est ce que Faure dit. Je reviens au discours de Faure. Il parle de l'opposition institutionnelle. C'est-à-dire, cette opposition qui pense que, au-delà du fait que le Togo est une dictature, on peut composer avec la dictature. C'est de cette opposition que Faure parle. Que l'opposition doit être une opposition de propositions, de ci, de ça, de ça. Et en faisant ce clin d'œil dans son discours à l'opposition, Faure essaye de mettre les partis politiques contre ceux qui contestent le régime aujourd'hui. Il est en train de jouer un jeu pour opposer les partis politiques à ceux qui aujourd'hui travaillent pour la mobilisation populaire. Je ne serai pas surpris que demain matin, on nous annonce qu'il y a un dialogue et que les gens disent oui, il faut qu'on dialogue. Il y a eu combien de dialogues au Togo depuis l'accord du 12 juin? C'est pour ça que je vous décortique le discours de Faure Gnassingbé, pour que vous voyez la subtilité avec laquelle il a parlé de l'opposition. Il est en train de remettre l'opposition dans le jeu, pas l'opposition, les partis politiques qui sont dans l'institutionnalisation de l'opposition pour les opposer à ceux qui sont en train d'appeler la mobilisation populaire. Et ce jeu-là, ça risque de nous diviser. C'est pour ça que je fais cette analyse-là. Et je dis, si vous êtes dans l'opposition institutionnelle, vous ne pouvez plus être dans la résistance. Parce que ça fait désordre. Parce que la résistance, c'est pour mettre fin à la dictature. Immédiatement, c'est pour renverser la table. Mais l'opposition institutionnelle, c'est de faire les petits pas. C'est de dire, oui, nous croyons qu'on peut faire les petits pas, on peut changer les choses petit à petit pour avancer. Ça fait 30 ans, 35 ans que les gens changent les choses petit à petit. Mais ça n'avance pas. Et je vais vous expliquer tout à l'heure pourquoi ça n'avance pas. Et je vais conclure par là. Donc, il faut que le débat soit clarifié. Il faut qu'il y ait une démarcation claire et nette. Est-ce que vous êtes dans la résistance? Si vous êtes dans la résistance, alors là, vous ne pouvez plus être dans l'institutionnel. Ceux qui sont dans la résistance aujourd'hui, c'est ceux qui s'organisent, qui appellent les gens à manifester, à faire ci, à faire ça. C'est eux qui donnent les mots d'ordre. Vous ne pouvez pas être pour et contre à la fois. Il faut clarifier ce débat-là. Et c'est ce débat, et c'est cette non-clarification, c'est cette confusion qui crée des problèmes entre les gens sur la toile. Et les gens s'insultent, les gens disent oui, pourquoi, oui. C'est ça la réalité. Tout est parti de la nouvelle constitution. Quand les gens ont dit, écoutez, nous allons aller dans la rue, d'autres ont dit, nous on va aux élections. Maintenant, je reviens sur la décentralisation. Et par rapport à ce que j'avais dit il y a quelques années, vous voyez qu'aujourd'hui, Faure parle de la décentralisation en disant oui, on va donner plus de pouvoir aux élus. Mais les maires aujourd'hui, même les maires du Nil, ils sont devenus des petits garçons de course de M. Awaté au Dabalo. Au-delà du fait que dans le premier mandat, la plupart des maires, ils n'ont pas pu faire beaucoup de choses. Les gens ont été même empêchés de donner des noms à des rues, alors que c'est leur prérogative. Le pouvoir a tout fait pour empêcher même les gens de donner juste des noms à des rues, alors que c'est les prérogatives des maires. Pour vous dire que le pouvoir n'est même pas prêt à laisser un petit espace à ces maires-là pour travailler. Alors,
Ces jours-ci, donc, dans la deuxième phase de la décentralisation, on suit tous les jours le ministre Dabalo qui sort des communications.